Ça vous a plu? Magnifique, hein. Je ne sais pas si vous voulez peut-être réagir tout de suite ou si je peux commencer un peu à apporter de l'eau au moulin de la réflexion sur le film. Outre le sujet très fort, évidemment, de traiter de la ségrégation aux États-Unis, ce qui donne un côté extrêmement sulfureux au film, il me semble que le film parle d'autre chose, qui va beaucoup plus loin que ça, et qui est déjà présent dans l'œuvre de Roger Corman. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'une Amérique qui est celle des années 50. Le film est réalisé à la fin des années 60, 1960, sortira en 61 puis en 62 en Europe. Les années 50, c'est une décennie un petit peu particulière aux États-Unis, et en fait ce film-là est une sorte de procès, en tout cas de regard social critique sur une décennie sur laquelle il faut en finir pour inaugurer une nouvelle décennie qui sera celle de la révolution de la contre-culture. Et Roger Corman fait œuvre dans ce film-là d'un regard social critique qui n'est pas nouveau, mais qui là, évidemment, trouve un thème superbement puissant pour l'illustrer, en tout cas beaucoup plus sérieux que les films de science-fiction ou les films de juvénile délinquance auxquels il nous avait déjà habitués. La première chose, c'est qu'il me semble que quand il arrive à Caxton, donc ville imaginaire qui est bien dans le sud, hein, qui est donc Louisville dans la réalité, ville plutôt modérée, hein, sur son point de vue politique sur la ségrégation, il me semble que cette ville est étonnamment calme. C'est-à-dire qu'il me semble que les personnages soient plutôt peints, non pas comme des hargneux racistes du fin fond de l'Amérique, mais comme des gens qui, tout simplement, on est raciste, non pas parce qu'on porte en soi une idée, mais parce qu'on habite le Sud. C'est une première chose. On est dans le Sud, et donc on est presque raciste de façon naturelle, génétique, comme une forme d'atavisme. Voilà, c'est un territoire qui porte ça dans son histoire, et on accepte ça comme une forme d'héritage culturel, bon an, mal an, mais on accepte aussi que la loi puisse faire son œuvre, et on ne veut pas de grabuge. Voilà. C'est difficile d'accepter la ségrégation, mais la loi est celle-ci, et finalement on va l'accepter. Et finalement les choses vont évoluer. Adam Kramer arrive dans ce village, dans cette petite ville, dans ce bourg du sud de l'Amérique, et il va réveiller quelque chose. C'est vrai qu'au début, on pense qu'il va réveiller peut-être un racisme, voilà. En tout cas, lui donner une manifestation, voilà. Une manifestation qui est celle du lynchage, qui me fait penser que ce film-là, moi, est beaucoup plus proche d'un film comme Fury, par exemple, de Fritz Lang, qui parlait déjà de ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'il réveille, en fait, Adam Kramer? Il réveille quelque chose, on lui dit souvent dans le film, qu'il le dépasse. Ce qu'il réveille, ce n'est pas une idéologie. En soi, cette idéologie, elle est déjà là. Ce qui va réveiller, c'est une décennie de l'ennui. Les années 50, on appelle ça la génération silencieuse. C'est une génération qui voit l'Amérique se transformer profondément. Hein? Il y a l'émergence du rock'n'roll, voilà, qui va sexuer le rock. Il y a Marlon Brando, Marilyn Monroe qui arrive sur les écrans. Il y a une érotisation de tout ça. Mais il y a aussi l'invasion de l'électroménager. La femme est entourée des oripeaux de la modernité technologique. C'est l'émergence des motels, des supermarchés. Voilà, il y a une certaine forme de modernité qui s'empare des villes et qui baigne la population, ce qu'on appelle donc cette génération silencieuse, dans une forme de confort, qui est aussi une forme de conformisme. Il y a un signe qui est assez révélateur, c'est la décennie américaine où les gens ont le moins voté. C'est-à-dire que finalement, on délègue sa vie sociale, sa vie politique, aux arcanes du pouvoir qui font, exactement comme à Caxton, bon an, mal an, avancer les choses, et on les accepte parce qu'on a une petite vie tranquille. Mais cette petite vie tranquille, c'est aussi une petite vie qui ronronne, qui
beaucoup trop tranquille et peut-être dans laquelle on s'ennuie. Et en fait, Adam Kramer arrive dans cette ville comme une sorte de catalyseur, et son rôle, c'est celui des remontées capillaires. Voilà, j'aime bien cette dimension de remontée capillaire. Un révélateur. C'est un révélateur, c'est-à-dire qu'il va plonger dans quelque chose qui va réveiller, non pas du racisme, mais plutôt de quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion. Et la pulsion, c'est quelque chose qui le dépasse. C'est ce discours-là que lui tient Sabre en disant « Vous avez réveillé quelque chose, ce n'est pas une idée qu'il a réveillée. » D'ailleurs, les gens de Caxton n'ont pas ou peu d'idées. Voilà. Ils sont là plutôt pour cristalliser une forme de défoulement dont ils vont avoir besoin parce que ça fait 50 ans que tout ça ronronne et qu'on s'ennuie tristement. Et il y a plusieurs personnages comme ça qui vont cristalliser, on va dire, un peu les représentants de ce que sont l'Amérique des années 50. Il y a d'abord... Il réveille les vieux démons. Alors, il y a des vieux démons. Alors, les démons historiques, ce sont ceux du Ku Klux Klan. Donc ça, c'est l'art du déguisement, c'est, on va dire, pour moi, c'est le côté folklorique. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus souterrain, notamment dans la relation du journaliste à sa femme. Quand on regarde ses intérieurs, ils sont parfaitement blancs, ils sont parfaitement cliniques. Elle-même, en fait, si on y réfléchit bien, elle ne sait même pas pourquoi elle est contre l'intégration. Elle ne sait pas. Elle l'a tout bonnement accepté. Voilà. Il y a un sociologue dans les années 50 qui réfléchit beaucoup sur la société américaine, qui s'appelle David Riesman, et qui dit que dans les années 50, le fonctionnement type du groupe américain, ce n'est pas l'individu. C'est-à-dire qu'on écoute très très rarement sa voix intérieure, on écoute très rarement son opinion, mais on est plutôt sur des fonctionnements où on est exoconstruit. C'est-à-dire que c'est l'avis des autres, leur accoutrement, leur attitude, qui participent de la construction du citoyen. Donc finalement, on se plie très facilement à l'avis de la majorité. C'est déjà quelque chose que finalement Corman, en étudiant par exemple des groupes culturels très marqués par des signes comme les motards, les voyous, une certaine jeunesse, s'amusait à étudier. C'est-à-dire que dans des films de science-fiction ou des films de juvénile délinquance assez anodins, il y a déjà cette étude d'un groupe social. Voilà. Ici, il étend juste l'étude d'un petit groupe social à celui d'une ville, et à travers ce personnage de la femme du journaliste, il cristallise cette Amérique confortable, un peu endormie, et qui, comme on dit, suit le mouvement sans trop se poser de questions. À l'inverse de Adam Kramer, qui lui semble se fuir, quelque part, il y a le journaliste qui, lui, va aller à la rencontre de lui-même. C'est-à-dire, il préconfigure un peu les personnages des années 60, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une relation de tranquillité, de confort, avec notamment le pouvoir qui décide. On écoute son fort intérieur et on prend position. Donc il y a deux mouvements là qui vont s'opposer entre quelqu'un qui va à la rencontre de lui-même et un Adam Kramer qui semble, lui, se fuir. En plus, Adam Kramer, c'est plutôt un intellectuel, un stratège. Il élabore des mécanismes pour mettre en place, sans doute, un pouvoir politique. Voilà. Un groupe politique à l'identité un peu trouble, sans doute lié à l'extrême droite, au Ku Klux Klan, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Ce nom de groupe politique est complètement inventé. Dites-moi. Et il prône, il l'a pas dit, mais presque, la loi de la rue, à l'opposition de la loi de l'État. Alors, ça, c'est lié à autre chose. C'est par rapport à des événements dans lesquels le film s'inspire. Mais je crois que moi, justement, non, il est pour, justement, créer une organisation politique, une prise de pouvoir. Il refuse le lynchage. Il refuse le lynchage, notamment. Donc, il refuse quelque chose que lui va malheureusement réveiller et qu'il dépasse, qui est la pulsion, le déchaînement. Il est plutôt pour une forme de stratégie. Il met en place des stratégies. D'ailleurs, il est ce qu'on appelle, à l'époque, dans les années 50, un col blanc. Voilà.
c'est l'émergence d'une nouvelle classe moyenne qui est plutôt celle des banquiers, des hommes d'affaires, des gens qui sont dans les logiques de service, qui ne sont pas des ouvriers, qui ne sont pas des gens, des clouches populaires. Il arrive, il est extrêmement séduisant, il a une blancheur immaculée qui est presque douteuse. Voilà. Là-dessus, Corman a très bien compris, enfin plutôt Charles Beaumont a très bien compris qu'un méchant comme Hitchcock doit être séduisant, hein, sexué. D'ailleurs, Adam Kramer ne fait pas que réveiller une pulsion de violence, il réveille aussi des pulsions sexuelles. Mais ça, c'est Charles Beaumont, j'en parlerai un petit peu après. Donc voilà, il crée un personnage séduisant qui est un personnage presque de cadre supérieur, qui viendrait prêcher une forme de bonne parole. C'est quelqu'un qui vient de la ville, déjà, alors qu'on est dans un milieu de ville moyenne, hein, dans un cadre plutôt semi-rural ou rural. Donc voilà, c'est une intelligence au service d'une idée, une intelligence qui va être dépassée par le fait que cette intelligence a fermé les yeux sur une décennie qui s'ennuie et qui d'un coup va dépasser. Lui prône plutôt une forme d'accalmie. Il est à la fois pour et contre le dynamitage de l'Église. Il est de toute façon, j'ai envie de dire, tripal, hein, foncièrement pour, mais du point de vue de la stratégie, du point de vue du cérébral, il est définitivement contre parce qu'il sait que ce n'est pas comme ça qu'on peut conquérir un pouvoir. Et donc ce personnage-là s'insinue dans la vie et va réveiller différents types de pulsions. Là-dessus, il faut absolument revenir au roman, hein, de Charles Beaumont. Quand Roger Corman lit le bouquin de Charles Beaumont, Roger Corman, lui, aime beaucoup ce qu'on appelle les novellistes. Donc ces gens qui écrivent des récits, en général, très efficaces, très courts. C'est très bien parce que ça correspond pile poil à la durée des films que lui doit faire, qui sont en général des films de moins de 70 minutes, pour pouvoir en faire des doubles programmes dans les drive-in. Donc les talents de novelliste, c'est s'assurer de l'efficacité d'un récit, hein, et de quelque chose d'assez nerveux. C'est parfait comme principe pour écrire une série B. Charles Beaumont, lui, il a l'intelligence de resserrer encore plus son livre en enlevant 2 chapitres essentiels. Ces chapitres essentiels, c'est des bonds dans le passé où on en apprend un peu plus sur Adam Kramer et on en apprend un peu plus sur Vi, la femme, la compagne de Sam. Il y a d'un côté chez Vi, on le devine, hein, un caractère de nymphomanie qui est difficile à réfréner. C'est en fait une ancienne prostituée, hein, une croqueuse d'hommes, donc quelqu'un qui est en prise avec des pulsions. Adam Kramer, lui, est plutôt peint dans ce chapitre clé comme un jeune homme qui a des pulsions homosexuelles, qu'il réfrène, quelqu'un qui est plutôt non pas dans une logique de lâcher prise, hein, d'exprimer une dévoration sexuelle, mais plutôt dans une répression de ses pulsions sexuelles. Et du coup, il y a quelque chose qui sointe de très fort dans le film, qui est de l'ordre du sexe, notamment dans cet échange, hein, assez animal qu'il peut y avoir dans la chambre de vie, avec cet adultère forcé, ou en tout cas amené de façon maligne par un ensemble de stratégies. Voilà. Donc il occulte ces 2 chapitres, mais à la lecture évidemment du roman, on comprend très bien l'enjeu, hein, du roman, qui est finalement aussi l'enjeu des films de Roger Corman. Roger Corman, ici, ne fait pas œuvre de film politique. Alors le film est bien sûr ancré dans une histoire politique du pays, j'y reviendrai après, mais surtout ce qui intéresse Roger Corman, c'est de plonger dans la psyché. Alors, la psyché humaine et plus largement la psyché de la société américaine, celle des années 50, puis ensuite, parce qu'il fera d'autres films, on va dire politiquement très marqués par la suite, hein, notamment dans les années 70, plonger dans la psyché des décennies américaines. Là, la plongée
il l'a déjà opéré. C'est là où le film nous permet de revisiter ces films. Quand on adapte Edgar Allan Poe, foncièrement, depuis les lectures de Marie-Madeleine, on sait très bien que Edgar Allan Poe, ce sont des personnages foncièrement nourris de psychose, de névrose. Ce sont des personnages où l'inconscient travaille de façon souterraine les comportements. C'est le lieu de la frustration sexuelle, de la névrose. Voilà. Edgar Poe est une litanie de tout ce qui peut nous habiter de façon inconsciente. Lui-même, Roger Corman, tout comme Fritz Lang à l'époque, est passionné et ardent consommateur de psychanalyse. Voilà. Quand il réalise par exemple un film qui s'appelle The Day the World Ended, qui est un petit film de science-fiction un peu maladroit, qui raconte tout simplement, typiquement dans le schéma de série B, la survie d'un groupe après une guerre post-atomique, ça c'est l'argument de série B, mais ce qui intéresse foncièrement Roger Corman, c'est de plonger un petit groupe dans un état de crise, c'est-à-dire dans un état de survie extrême, comment les personnages vont se comporter entre eux. Psychodrame. Le psychodrame, ouais. En tout cas, le mot psycho est indispensable de la filmographie. C'est ça que révèle en fait The Intruder. Voilà. C'est que nous sommes finalement face à quelqu'un qui fouille non pas les démons de l'Amérique, d'accord, mais les démons de l'âme humaine. Vraiment. Voilà. Et évidemment, il va inscrire ça dans une histoire. Alors, dans une histoire fantasmée, quand c'est dans le cadre de la science-fiction, par exemple, c'est aussi une façon, parce que Roger Corman a le nez fin, c'est aussi un fin producteur, et c'est un marchand, c'est un néolibéral du cinéma, un industriel. Donc il doit surfer sur des modes et des tendances. C'est la peur atomique, il fera des films sur la peur post-atomique. Marlon Brando saccage un village dans L'équipé sauvage, il fera des films avec des gangs de motards. Voilà. Il y a une jeunesse dans les années 50 qui s'ennuie, qui écoute du rock, qui met des blousons noirs, il fera des films de délinquance juvénile. Donc il y a aussi un opportunisme, bien sûr. Sauf que cet opportunisme-là, il dissimule quelque chose, c'est une profonde radiographie de la psyché humaine. Ce qui donne quand même une valeur, déjà, à la filmographie de Corman, qui dépasse, on va dire, le simple petit film de série B. C'est quelqu'un qui avait des choses à dire sur l'âme humaine, ce qui fait donc finalement de sa filmographie une forme de programme. Donc finalement Roger Corman est un auteur par de ça, parce qu'il a des obsessions sur lesquelles il revient de façon permanente, ici à travers à la fois le thème du racisme, parce que ça cristallise parfaitement pour lui la remontée capillaire, comme je le disais, de certaines pulsions américaines qui doivent être lâchées, puisque dans les années 50 c'est le calme plat, Et c'est aussi, et c'est là où le film est, entre guillemets, sérieux, une relecture d'un événement américain qui s'est passé dans les années 50, qui sont les événements de Little Rock. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50 à Little Rock? Tout simplement, on est dans une période de déségrégation. Et à Little Rock, il y a les 10 de Little Rock. Ce sont donc 10 Afro-Américains qui sont invités enfin à rentrer au collège. Et il se passe exactement ces événements-là. C'est-à-dire que la population refuse obstinément que la population afro-américaine rentre dans le collège, et c'est l'émeute. Et c'est tellement l'émeute que même l'armée fédérale, alors attention, aux États-Unis, il y a une construction politique qui fait qu'il y a une armée fédérale et l'armée américaine, l'armée fédérale va prendre parti contre l'intégration, et c'est Lyndon Johnson qui va envoyer l'armée contre l'armée fédérale pour faire respecter la loi. Parce qu'il y a la loi. Et c'est bien ce qui est dit au début du film. Ça ne me plaît pas, mais il y a la loi. Voilà. Et donc, finalement, The Intruder est aussi une relecture, un petit peu de l'événement de Little Rock, sous un côté un petit peu plus spectaculaire. C'est ce qui lui donne un petit peu son cachet, c'est que par rapport à un récit, on va dire,
fantasmagorique ou fantastique, hein, qui fantasme l'histoire future d'un pays. Là, il y a une prise en temps pratiquement réel sur un événement qui fait écho de façon assez courte. Hein. Little Rock, c'est 57, là on est en 61, ça ne fait que 4 ans que tout ça s'est passé. Voilà. Donc à la fois un film qui raccroche à l'histoire de la nation, mais qui continue un programme que Roger Corman s'est donné et qu'il perpétue, que ce soit à travers les films de délinquance ou Edgar Allan Poe, c'est de fouiller ce qu'il y a de peut-être de plus inconfortable dans l'âme humaine, c'est-à-dire la psyché et ce qui nous agite. Donc, les pulsions. Vous croyez que c'est pour ça que le film n'a pas marché? Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas marché. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi les Américains ne se sont pas précipités pour aller voir ce film. Il y a peut-être une raison. Malgré toute sa volonté, le film a été très mal distribué, parce qu'il ne suffit pas de le faire, il faut le distribuer, et que Roger Corman, à l'époque, a vraiment une étiquette très lourde de réalisateur de films fantastiques. Et le film ne circulera pas dans les circuits classiques des salles américaines, il va rester cantonné à ce qu'on appelle donc les petites salles des suburbs, donc des banlieues américaines, et les drive-in. À la fois, c'est un film qui aurait pu très bien satisfaire une forme de cinéphilie de l'époque, à la fois je vois mal les adolescents apprécier ce film comme une forme de divertissement habituel des drive-in. Donc le film finalement ne plaît pas et très vite disparaît des écrans. Et puis il y a le deuxième film qui l'a accompagné. C'était pas le meilleur choix, c'est un film de gang de motards. Donc voilà, le film a du mal à rentrer dans le cadre de ce que Roger Corman faisait d'habitude. Lui espérait pouvoir essayer de le faire distribuer par quelqu'un. Personne ne veut du film. Personne ne veut du film pour 2 raisons. D'une, parce que le thème est, à l'époque, encore fragile. On parle de certaines choses avec prudence, personne ne veut prendre le risque. Et puis parce que sa réputation le précède. Parce qu'il y a... Je parlais tout à l'heure du shoot and run. Alors Corman est habitué au tournage efficace, rapide et pas cher. Hein. C'est quand même quelqu'un qui part dans les îles aux Bahamas pour faire produire un film et qui revient avec 3 films. Bon, voilà. C'est un redoutable économiste du cinéma. D'ailleurs, c'est pas pour rien que son autobiographie s'appelle « Comment j'ai pu faire je ne sais combien de films sans perdre jamais un centime ». Bon, voilà. Alors il faudrait sortir un petit peu de cette vision purement économique, mais c'est une réalité. Voilà. C'est une industrie, hein, Corman. Hein. C'est un industriel, c'est un self-made man, voilà, qui correspond parfaitement au rêve américain de l'ascension économique. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe sur ce film-là, c'est que malgré toutes les sécurités, une ville aux opinions plutôt modérées, il s'avère très vite que la réalité va très vite pénétrer de façon inquiétante le tournage. La police locale, à qui on ne divulgue pas le sujet, hein, la police locale, qui est malheureusement plutôt ségrégationniste, est sur les talons en permanence de Roger Corman, qui est obligé sur le tournage de se doter de 2 fois la même voiture pour les tromper, en leur disant on va par là et lui part de l'autre côté. Voilà, ce genre de petite mécanique. Des fois on tente une sortie en extérieur, mais finalement on reste à l'intérieur de la voiture. La première visite du quartier noir de Caxton est uniquement filmée de l'intérieur de la voiture, avec 3-4 plans qui ont été réalisés plus tard. Plus tard, quand tout ça a été un peu plus dans une autre ville en plus, calmé. Voilà. Le film est rempli de raccords qui tentent de reconstruire une ville qui n'existe pas. Voilà. Donc on reste à l'intérieur, et puis il y a cette foule, avec cette fameuse scène de discours devant un bâtiment, le bâtiment. Alors cette scène-là, vous avez vu, elle est très étrangement montée. Il y a 4 angles de caméra. Le premier, c'est facile, c'est les gros plans de visage, où on voit William Shatner qui harangue la foule et qui essaye d'appuyer sur ce qui fait mal. Donc la douleur, la haine, le racisme pur, le défoulement.
il y a ces plans de caméra qui sont vus de dos, où William Shatner est petit en bas, il y a une foule qui est devant. D'accord ? Il y a des plans de foule qui suivent, on va dire, et qui scrutent les comportements de la foule sur les visages. Et puis il y a des plans très éloignés. Voilà. Tout ça n'a jamais été réalisé en même temps. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette scène-là a été répétée 4 fois, et au début, il y a quelques acteurs qui jouent la population de Caxton. Très vite, on a besoin de constituer une foule, on va chercher un peu des gens dans la rue, des badauds, et très vite, le discours de William Shatner se faisant, on n'a plus besoin d'aller chercher des badauds. Les gens viennent. Les gens viennent. William Shatner commence à s'inquiéter. Il trouve qu'il y a une ferveur dans la foule qui est plutôt inquiétant. Voilà. D'où le plan très éloigné. Parce que Corman dit tout simplement à William Shatner, alors ça c'est marrant parce que Corman ne le dit pas, mais William Shatner dans ses mémoires le dit. Il lui dit, écoute, tu fais ton discours et nous on va filmer de là-bas. En gros, en sécurité. Voilà. Ensuite, il y a cette caméra qui est au-dessus. Cette caméra, elle est dissimulée à la foule. La foule ne sait pas qu'elle est filmée du dessus du bâtiment. Et puis, ces gros plans de visage, en fait, ils sont faits plus tard. Voilà. Et ils sont intégrés au montage. Voilà. Parce qu'aucun technicien n'a pris le risque de se mêler complètement à la foule. Ces plans de foule que vous voyez, c'est raccord, mais dans la temporalité, c'est un tout autre moment que ce fameux discours. Donc cette scène est reconstituée à partir de 4 points de vue, voilà, parce qu'il y a une tension nerveuse dans la foule qui commence largement à inquiéter l'équipe, la police aux trousses. Donc je parlais de la technique économique du shoot and run. Voilà. On fait des films très rapidement. Là, c'est vraiment shoot and run, au sens le plus basique du terme. C'est-à-dire qu'on filme, hop, on monte en voiture et on s'en va. Et on part avec 2 voitures pour essayer de tromper la police. Voilà. Donc voilà comment, dans quelles conditions le film a été fait. Il a été réalisé en 1 semaine. C'est très court, voilà, hein, en 6 jours. William Shatner trouve là peut-être son plus beau rôle. Voilà, il est assez génial, il est totalement habité par ce rôle d'Adam Kramer. Et donc voilà, donc, cette réputation sulfureuse précède le film, ce qui fait que les distributeurs sont extrêmement frileux. Mais c'est, je lisais le mot de néoréalisme. En effet, il y a là une dimension néoréalisme dans le sens où la fiction prend un bain de réel qui parfois le déborde. Voilà. Et là, je trouve que du coup, ça donne un film. Donc cette nervosité est due à la fois à des façons de faire. Roger Corman fait des films rapides, plans courts, extrêmement bien montés, extrêmement efficaces. Ça, c'est une façon de faire. Mais le film est aussi extrêmement nerveux parce qu'il y a une tension permanente sur le tournage et que du coup, ça influence énormément sur les façons de fabriquer les images. Non pas sur le mode, mais sur la façon. Donc le film transpire cette espèce d'urgence qui est aussi l'urgence de faire vite des images avant que ça tourne mal. Émeute notamment. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça se passe sous un soleil de plomb. Hein. Les gens transpirent en permanence. Cette moiteur, c'est à la fois assez extraordinaire parce que ça donne une espèce de chape de plomb terrible sur le film, sous un soleil écrasant. En plus, il y a des horaires. Bon voilà, Roger Corman sort, parce qu'il s'enferme à double tour dans la chambre d'hôtel, il sort de 11h à 15h, donc au moment où le soleil est au zénith. Donc il sort quand il fait 35 degrés. Donc les gens transpirent en permanence. Alors cette transpiration, c'est à la fois une lourdeur, mais c'est intéressant parce que ça aussi, ça donne une dimension sexuée au corps. Hein. Les corps sont sexués. Vous parlez que qu'on appelle le personnage principal, le genre... Adam Kramer, William Shatner. Fait devant la foule, c'est la foule qui est bien, mais il y a quand même des acteurs qui sont devant, qui regardent toujours le même visage. Voilà. Alors les acteurs, eux, ne dorment pas dans la ville, pour pas qu'ils soient identifiés. Ils se mêlent à la foule, comme ça ils ne sont pas reconnus. Voilà.
Pour ce qui est des acteurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Charles Beaumont, donc, qui est un sacré écrivain, plutôt de nouvelles, hein, donc avec Robert Bloch, Richard Matheson, tous ces écrivains de science-fiction des années 50-60, c'est quelqu'un qui a nourri énormément les Weird Tales, tout ce qui est les pulps, et bien entendu, la fameuse Twilight Zone, quatrième dimension de Rod Serling, hein, il joue le proviseur. Donc Charles Beaumont, écrivain de The Intruder, est le proviseur, qui a un nom en plus de militaire, Patton. Donc, voilà, un nom qui renvoie directement à ce qui a pu se passer dans les années 50 à Little Rock avec l'intervention de l'armée. Voilà. Donc voilà, le film est vraiment une petite perle d'intensité américaine des années 50. Mais ils ont joué quand même avec le feu. Ah oui, mais Roger Corman joue souvent avec le feu. Il y a quelque chose de ça dans ses films en permanence. Quand il fait un film comme 5 fusils à l'ouest, par exemple, il prévoit un scénario qui se passe, c'est un western très classique, hein, qui se passe sous le soleil, tout va bien, il y a des scènes. Bon, il arrive sur le tournage, il pleut, des torrents. Hein, on appelle le film The Mud Movie, le film de la boue. Il y a 40 cm de boue partout. Lui, il faut qu'il clôture. Hein. Voilà. Il n'est pas dans une logique d'auteur avec une marge de manœuvre qui lui permet de s'adapter. Non, il faut absolument produire du film. Donc on le fait dans les conditions qui nous sont parfois imposées. Et en effet, c'est un film considéré comme boueux. Voilà. Sale, en tout cas. Voilà, donc voilà comment The Intruder a été construit. L'autre chose, c'est évidemment, Roger Corman est un cinéaste beaucoup plus classique, assez classique. Donc sa façon de filmer est plutôt sobre. Hein. Il y a des fulgurances esthétiques. Ça, c'est l'héritage direct du travail avec David Ayers qu'il avait fait sur les films d'Edgar Poe. Donc, par exemple, cette idée de superposer, de superposition de la flamme sur le visage d'Alan Kramer, par exemple, ce sont des petits éclats esthétiques qui donnent une patte, mais de façon encore plus sobre, plus discrète, mais peut-être encore plus intelligente et plus fine. Roger Corman, il conçoit l'image comme un média. Donc le média, c'est ce qui fait lien. Donc c'est ce qui a la capacité de pouvoir unir ou de désunir les individus. Et il y a une scène qui est absolument formidable à ce sujet-là. C'est la première rencontre entre Vi, Adam et Sam. C'est-à-dire que c'est une relation à trois, on discute autour d'une table, autour d'un petit déjeuner, et comme pour préfigurer de ce qui va se passer plus tard, du rapprochement forcé de deux personnages, Sam a beau être en dialogue avec Adam, c'est pas Sam qu'on filme dans un classique chant contre chant. C'est que finalement, Sam est relégué hors champ, on n'entend plus que sa voix, hein, et la caméra enferme déjà ce couple. Hein, donc Vige et Adam, qui se retrouveront plus tard. Donc il y a une situation, et qui viennent en plus de la même région. Mais le récit, lui, prépare déjà le spectateur et dit autre chose. Dit que voilà, ce cadre-là, il réunit deux personnes parce que plus tard, il y a de fortes chances que ces deux personnes-là se retrouvent de nouveau réunies. Et en effet, c'est bien le cas. Elle est très moderne, elle a une manière de jouer très très moderne. Ouais, elle est assez. Elle fera après des films avec Russ Meyer. On tournera dans des soap opéra à la fin. Vie, elle fera des soaps dans les années 70. Le dernier, elle est morte. Mais elle tournera surtout avec Russ Meyer, etc. Donc elle va remettre en avant quelque chose d'assez libidineux. Voilà. Ouais. Ouais. Et libidineux, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la frustration d'Adam Craver, Sam, lui, est un personnage qui exulte. Voilà. Qui semble au début une sorte de post-rocker avec sa banane, etc. Un peu gras, un peu sympathique, mais un peu vulgaire. En tout cas, nettement moins séduisant qu'Adam Kramer. C'est le gentleman américain. C'est le gentleman. Le brave type. Voilà. On va arriver, mais qui est vachement plus intelligent. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est comment la polarité s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a cette scène dans la chambre où il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà.
Et c'est il interprète le mal. c'est aussi le procès d'autre chose. Le mal et Maël. Ah, ouais, le vrai mal, dites-moi. Mais très intéressant ce que vous avez dit, c'est que le roman, qui ne montre pas dans le film, c'est qu'Adam Kramer, il a des pulsions homosexuelles qui parlent d'entrer dans le film. C'est ça. Et en parlant d'un psychanalyste, une fois, qui est de ma famille, que j'ai rentré dans la famille, Mais c'était pas possible, là. il me disait, il me disait excuse-moi, il me disait que psychanalyste, que parmi les racistes, il y avait beaucoup d'homosexualité refoulée. Peut-être. Alors ça, alors après, moi, les interprétations psychanalytiques, je fais attention. Mais en tout cas, il y a du refoulé. Il y a du refoulé chez Adam Kramer, qui est sans doute, comme on dit, ça c'est un jargon de psychanalyste, sublimé par autre chose. Ça fait partie des fondements de la théorie psychanalytique. Et cette théorie-là, alors c'est de la théorie de bazar, hein, mais Roger Corman n'a pas ambition à faire de la psychanalyse poussée. Voilà, c'est une psychanalyse simple à comprendre, mais en effet... C'est le roman de Beaumont, je parle du roman. Ouais, il y a de ça, et en effet, ça ne transparaît pas dans l'œuvre, mais on devine quelque chose d'assez étrange dans le comportement sexué, notamment sur qui il jette son dévolu comme première à séduire. On est sur un détournement de mineur caractérisé, quand même. Donc il y a la jeune blonde et il y a la nature brune. Donc il y a quelque chose d'assez... On ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Et chez son double, Sam, il y a aussi quelque chose, mais beaucoup plus trivial. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans ces deux personnages de Sam et d'Adam Kramer, c'est que les années 50, c'est aussi la naissance de quelque chose qu'on subit nous aussi tous les jours, que Vance Packard a appelé la persuasion clandestine. C'est en fait tous les mécanismes qui régissent la publicité. Et en fait, Sam et Adam, comme il le dit très bien, font le même boulot. Et en fait, Roger Corman pose aussi un regard sur comment la parole, comment des attitudes peuvent persuader des populations, les influencer. Voilà. Et l'échec que ça peut aussi engendrer. C'est la manipulation. C'est la manipulation. Alors, je vais pas aller jusque... Voilà, Vance Packard parle de persuasion clandestine, mais en effet, il y a des choses souterraines, encore une fois, clandestines. Voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, tout à l'infomanie de vie, c'était pas possible à l'époque. Ah bah non, mais à l'époque... Avec le code AS, toutes les déviances sexuelles, comme il parlait dans le code, c'était pas possible au cinéma. Alors, c'est détourné. Mais en effet, à l'époque, même sans code ACE, la femme modèle, c'est la femme journaliste. Elle est aussi blanche qu'un cachet d'aspirine. Elle se confond pratiquement avec le décor de sa cuisine, qui est d'une blancheur, d'une technologie immaculée. Il n'y a rien accroché. Vous avez vu, dans cette maison, il n'y a rien accroché sur les murs. On se croirait presque dans un appartement de science-fiction. Ouais, presque futuriste. C'est des décors comme ça, très épurés. Alors ça arrange Corman, parce que comme ça coûte pas cher. Hein, mais c'est aussi une peinture d'une Amérique aseptisée. Voilà. Où finalement les gens se laissent faire. Dites-moi. Il y a un point qui me semble important. C'est que quand la manipulation sur la base raciale ne fonctionne pas, il retombe dans l'inconscient américain de l'antisémitisme. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça va encore plus loin quand ça démarre. Ouais. La haine, c'est pas la haine derrière, c'est la haine antisémite. Puisque pour arriver à convaincre une dernière fois la poule, il dit que la femme de l'autre... Oui, il va chercher dans l'histoire. Il plonge dans les gens, mais il recule aussi dans le temps. Voilà. Et cette apparition du Ku Klux Klan est une apparition presque anachronique. Dans les années 50, il y a vraiment une diminution drastique. Ça s'arrêtait quand les manifestations. Alors, le lynchage vraiment. Alors, le lynchage, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ça ne s'est pas vraiment arrêté. Désolé. Hein, le Trumpisme, en tout cas, le remet à la mode de toute façon. Mais les grands pics de Ku Klux Klan, c'est plutôt les années 30-40. Oui. Voilà. Après, c'est des gens qui ont appris à devenir comme Adam Kramer.
C'est-à-dire que pour s'insinuer dans la société, il ne faut pas se déguiser. Il faut être monsieur passe-partout, il faut être monsieur séduisant, il ne faut plus faire peur. Ce que je pensais sur la première, si je peux me permettre du coup, parce que tout à l'heure on disait, bon, il n'est pas contre la loi, mais lui, si, en fait. Parce que je crois qu'il représente une tendance qui existe aux États-Unis depuis très longtemps, enfin depuis la création, en fait, finalement. Ouais, Justement contre l'État et pour la liberté. Et pour la liberté, etc. Enfin, Mais c'est une loi qui répond à la loi. Oui, il faut d'autres lois. Il n'est pas pour le... mais en même temps... Oui, là, je suis ambigu. En tout cas, on n'est pas pour le désordre, par exemple. Voilà, et la pulsion, c'est le désordre. Ah bah oui, là, c'est trop. Et un autre grand thème américain, hein. Qui est celui qui s'éveille à lui-même et qui va prendre ardemment la défense de la nation américaine? Le fameux 4e pouvoir, ou 5e, je ne sais plus, la presse. La presse. Et moi, quand je vois The Intruder, je pense énormément à des films de Samuel Fuller, par exemple. Moi, je trouve qu'il y a la même nervosité dans la façon de faire et la même intensité dramatique, et toujours ce regard sur les piliers qui fondent l'Amérique, notamment la presse. Est-ce que vous avez encore une question? Mais sans même évoquer le Ku Klux Klan, le fait qu'à la fin, le début de l'humiliation qui pourrait déboucher sur un lynchage du personnage noir soit imputé à une agression sexuelle, ça fait directement penser à la naissance d'une nation de Dreyfus. Il y a une circularité, ou tout du moins une reproduction à travers les décennies et les siècles des mêmes situations, et ça rejoint la question de la pulsion. Oui, de la pulsion. Alors, c'est vrai que sur Naissance d'une nation, il y a cette zone un peu trouble, hein, de lynchage, qui est une scène un peu traumatique, hein, pour certains auteurs du cinéma américain. Fritz Lang s'en remettra pas, par exemple. Hein. Roger Corman, c'est la même expérience. Tout réalisateur américain qui a eu une expérience avec Naissance d'une nation est obsédé par cette image du lynchage, voilà, qui fait partie, on a l'impression, d'une forme d'héritage nauséeux dont il faudrait se débarrasser. Ce qui est étonnant, c'est que ce lynchage, il passe par le prisme d'une espèce de balançoire, scène un peu clownesque, très dérangeante. Sur laquelle était assise la femme blanche. Ouais. Et avec les enfants aussi. La présence des enfants. Et la présence des enfants. Donc on flirte avec quelque chose qui pourrait très mal tourner, et on l'infantilise dans une forme d'humiliation très dérangeante. Voilà. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, pour éviter justement d'être trop dans la démonstration. Et à un moment donné, il y a un plan où on voit un type avec une corde autour des mains, et Ouais. on se dit, le pauvre, il va être pendu. Et ça rappelle un film de William Wellman, L'étrange incident. L'étrange incident, ouais. Où les Noirs sont pendus sur une erreur judiciaire, complètement. Alors du coup, en effet, Corman est plutôt sur ce film-là dans une forme de... Alors que la série B est plutôt démonstrative, hein, parce qu'il faut appâter le chaland avec des effets. Là, il suffit de quelques signes dispersés, voilà, un costard élégant, une jambe que l'on voit un peu trop, une corde qui traîne, et tout de suite on assemble un ensemble de signes. Non, il y a une finesse de chez Roger Corman qui était déjà là, hein, bien sûr, mais qui était dissimulée sous les oripeaux du divertissement de série B, hein, tout simplement, quoi. Même si... quelque chose qui n'est pas très démonstratif, mais qui est vachement présent, par contre, qui n'est pas expliqué, tant mieux. Mais quand même, c'est justement la ruralité des qu'on appelle en général les petits blancs, et tous ces gens qui sont presque édentés, alors vraiment très longs, alors c'est ce qu'on appelle les WASP, donc les rednecks, les WASP, donc la White Anglo-Saxon Protestant, qui sont... les petits pauvres, comme ceux qui ont été photographiés... C'est les ruraux. Voilà, c'est les... C'est pas expliqué, mais c'est souvent eux qui étaient les racistes de base, des paysans pauvres peut-être. Les ruraux américains, racistes, du Sud, etc. Même si l'histoire nous éclaire quand même sur un racisme urbain aux États-Unis qui était loin d'être absent. Mais c'est vrai que, voilà, on va avoir cette facilité, parce que c'est aussi une icône, une iconographie, hein. Voilà, le redneck. Mais si on s'en parle, c'est drôle, c'est classique et normal en même temps, mais justement, donc c'est à la fois pas démonstratif. Ceux qui ont la parole, c'est les enseignants, les journalistes, l'homme politique. Voilà. Et puis eux sont là, mais c'est quand même eux la grosse foule. C'est la foule, voilà. Ça, c'est une image presque iconique.
J'ai envie de dire que le redneck est même aujourd'hui devenu un boogeyman de la culture populaire. Et la foule, c'est long, la foule. C'est Frisland. Ah oui, bah c'est la foule de Frisland, ouais. Ça c'est toujours la même, mais elle a pas changé celle-là, c'est toujours la même. Le film a obtenu avec la suite du temps, avec les années, une reconnaissance avec les années. Ça a été compliqué, il avait disparu déjà, il a disparu pendant 20 ans, dans les méandres de films qu'on ne souhaite plus voir, comme certains films de Peter Watkins par exemple, voilà, des films un peu maudits comme ça. Par contre, sa légende le précède, voilà, et il a fallu qu'il y ait un cinéphile américain qui se penche dessus. Ce cinéphile, on le connaît tous, c'est aussi un réalisateur, c'est Martin Scorsese, voilà, qui a donc une fondation qui restaure les films. Hein, on lui donne notamment la restauration de Colonel Blimp, par exemple, de Pressburger et de Powell. Redécouverte de Scorsese, financement, restauration, exportation, et après le film. Le film doit aussi son coup de boost à quelqu'un qui s'appelle Olivier Père, qui à l'époque l'a montré à Locarno. Pas à l'époque, je parle pas des années 60, je parle à la fin des années 90. Il l'a montré à Locarno parce qu'il en était le programmateur, au début des années 2000, pardon, en 2003 exactement. Et bon, c'est Olivier Père, il a la plume, quoi. Mais il fait un papier qui donne ardemment envie de voir le film. Moi, ça faisait longtemps que j'attendais. Et puis il est sorti un peu comme ça, un peu par hasard, comme un peu... Hop, on s'y attendait pas trop, chez un éditeur qui s'appelait Backfilm, dans une édition un peu fragile, pas très bien cadrée, etc. Mais bon, c'est pas grave, le film nous a quand même énormément plu. Oui, justement, vous évoquez Scorsese. Moi, j'ai pensé au narratif, la fois celle de Jack Thompson et ah oui, bah alors, celle de Scorsese. Encore plus celui de Jack Thompson des années 50, là. Ouais. Bah, c'est le côté blancheur, parce que le tueur dans Les Nerfs à vif a aussi ce côté très élégant, Oui, hein, le chapeau. La séduction, la foi de la fille, Ouais. et de la femme. Qui est aussi un récit de l'époque qui est, pareil, empreint d'une dimension, d'une sexualité qui donne un peu de soufre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites, c'est que du coup, il n'avait pas fait le rapprochement, mais le scénariste des Nerfs à vif, c'est Charles B. Griffiths. Et Griffiths est aussi l'un des novellistes sur lequel Corman a des vues et qu'il fera faire travailler plus tard. Voilà. Mais voilà, les années 50 sont aussi une révolution sexuelle, hein, par le rock et par Marlon Brando. Sauf que là, on est dans une version un peu moins manifeste, en tout cas moins iconique. Voilà, c'est moins représenté, mais en tout cas, il y a quelque chose en effet qui... Lolita, bientôt, va arriver, quoi. La version fabrique après Nabokov, etc. Et est-ce que Arthur Penn aurait pu le voir aussi pour ouais, je pense qu'Arthur Penn aurait pu complètement faire ce genre de film, mais je pense que voilà, les réalisateurs, ce que moi j'appelle les nerveux des années 50, donc les redoutablement indépendants, je pense que par exemple, The Intruder entre les mains de Aldrich, de Robert Aldrich, ça aurait donné quelque chose. Il aurait pu. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui était assez incisif, hein, quand on voit Le Démon des femmes par exemple. Je pense que voilà, un film comme celui. Mais que Corman le fait, et en fait, moi ça me suffit pour l'instant. Voilà, je trouve que c'est une très belle réussite. Mais avant d'être redécouvert, Corman a ressorti sous 2 titres différents et croquignolés. Est-ce qu'il a apporté des modifications au montage lors de ces sorties successives? Aucune. C'est juste les titres. Alors oui, il y a des titres, tu veux bien nous les dire, tu les as? I Hate Your Guts, et ensuite Shame. Alors Shame et I Hate Your Guts. Donc voilà le triste destin, j'ai envie de dire, du cinéma et parfois d'exploitation. Hein. Donc le film s'est appelé I Hate Your Guts et Shame. C'est du retitrage et du retitrage, on le ressort. Mais c'est toujours dans des circuits, on va dire, de cinéma d'exploitation. Hein. Et donc ces films-là ont une lisibilité locale, culte, fétichiste, à travers un public qui fréquente ardemment ces salles, mais du point de vue de rayonnement international, c'est compliqué. Donc le film était méconnu, même si, bon, moi je suis un vieux connaisseur de Roger Corman, mais
quand on voyait les filmographies, on aime bien se faire les films tous, hein, on se les fait tous. Et puis, eh bien, celui-là, il manquait, puisqu'il a été réalisé pendant le cycle Pau. Voilà. Il a continué après son cycle Pau, et on se disait, bon, j'arriverai jamais décidément à voir The Intruder. Hein, on peut voir La Chambre des Tortures, et après, on se disait, après, je vais voir L'Empire de la Terreur. Ouais, mais entre les deux, il y a The Intruder. Et celui-là, on ne le trouvait pas. Ouais, donc c'était un film dissimulé. Ouais. Après, bon, cette habitude fait partie de la vie, hein, des films un petit peu obscurs. Hein, il y en a encore beaucoup, je pense. Qu'on n'a jamais vu en France et qu'on verra peut-être jamais. Ils sont réservés aux Comment on a des enquêtes battues. Ah oui. Ce que j'appelle moi les films des caniveaux. Voilà, il faut se baisser pour les voir. Mais il y a des moyens de les voir. Déjà, aujourd'hui, ça existe. Et si quelqu'un veut financer un voyage aux États-Unis, je veux bien aller chercher des films là-bas et monter une maison de distribution. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, on est sur un créneau qui est assez peu utilisé, sur lequel on se penche assez peu. C'est le petit, et quand je parle de petit, c'est vraiment tout petit, le petit cinéma indépendant américain des années 50. Voilà. Dans lequel il faudra aller fouiller donc les films de Fred F. Sears. Alors, ceux-là, on les connaît maintenant. Mais ça, pour moi, c'est même pas du cinéma de série B, là. On est dans le cinéma d'exploitation, fait avec 3 bouts de ficelle et des soucoupes à café. Mais il y a toute une tradition, notamment du film. Moi, je ne cesse de regarder des films de délinquance juvénile des années 50. Donc, tout ce qui a surfé sur la vague de, par exemple, La Fureur de vivre ou de L'équipé sauvage, il y a des films sur l'adolescence en crise, des films qui sont redoutablement efficaces. Notamment les films de frères F. Sears, par exemple, sont redoutables. Mais monter une maison de distribution en se disant qu'on va faire du Fred F. Sears, c'est pour la nuit, c'est pour les rêves. Dans les années 70, il y a eu la Black Exploitation. Ah oui, ça après, dans les années 70, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. De toute façon, vous mettez exploitation après quelque chose, ça marche. Vous avez l'Asian Exploitation, l'Oz Exploitation, la Black Exploitation, la Non-Exploitation. La Non-Exploitation. Alors, sur les nonnes. Le cinéma d'exploitation. Voilà. Sauf que, voilà, Corman explore les psychés, le cinéma d'exploitation exploite nos psychés. En allant chercher chez nous ce qui nous fait décoller. Voilà, c'est pour ça qu'on l'aime autant. Dites-moi. Et il y a une chose que j'ai trouvée un peu géniale, c'est l'introduction du film, parce qu'il se présente comme social. Oui, ah oui. Alors, c'est la première manipulation. Quoi. Vous faites dans quoi? En fait, non, il fait œuvre de société. Œuvre de société en devenir. Il est dans les réformes sociales. Voilà. Ce qui, réforme sociale, peut être réforme de société, peut être vu comme personnage politique. Voilà. Mais en effet, il y a une façon. Ça, c'est Charles Gaumont. Charles Gaumont qui est quand même une finesse d'écriture assez redoutable. Voilà, qui permet de. C'est une très bonne idée. Quoi. Ouais, mais c'est comment savoir dire des choses sans les dire vraiment. De toute façon, le film est plein de choses comme ça, dissimulées. Et alors, l'autre aspect qui est quand même, je trouve, considérable dans ce film, c'est l'aspect orateur. Ah, le pouvoir de la parole. C'est incroyable. Ce que j'appelais D'ailleurs, il fait à un moment donné référence aux grands leaders, Hitler, tout ça. Mais on pense un petit peu à Hitler dans les brasseries du lit. Bien sûr. La persuasion dans les prise totale sur les gens. Ils sont là, bouche bée. Et en plus, on est dans la décennie de la naissance de la publicité. Donc, en parlant de persuasion par le mot et l'image, et puis il y a la télévision qui est remontée dans les foyers américains. Donc la publicité est là. Et voilà, c'est aussi un démontage de ça, quoi. Il lui dit, Sam, il lui dit, tu sais, on a le même métier, toi et moi, on vend quelque chose. Oui, mais c'est l'autre qui triomphe. Ah oui, alors je ne sais pas si c'est l'autre qui triomphe, mais je pense qu'il y en a un qui s'effondre. Ouais, plutôt.
Actuellement, ils sont bien âgés. Le problème de la télévision, de la communication à la télévision, tu as parlé du démon des femmes, là il est clair de Robert Aldrich. La séquence finale, il démonte le principe. Là. Ah bah, Robert Aldrich, de toute façon, est un démonteur. Il a à peu près tout démonté, j'ai l'impression. Le final, quand on voit la ménagère qui est en train de regarder son poste de télévision, on ne le dit pas, il faut regarder le film, mais manifestement... Ah ouais, mais de toute façon, Roger Corman, Robert Aldrich, Samuel Fuller, Don Siegel, c'est peut-être les rasoirs, moi je les appelle, voilà, c'est les nerveux, pour moi de l'époque, qui derrière des sujets de série B ont un regard critique, sévère, en tout cas incisif, sur la société américaine. Ça fait partie pour moi des quatre pylônes, quoi. Même si c'est dans des styles très différents, même si c'est toujours lié au genre, chose qui n'existe pas. White Dog. Ouais, alors ça c'est beaucoup plus tardif. Mais par exemple, Le Grand Couteau de Robert Aldrich, c'est quand même un procès fait à Hollywood qui est assez nerveux, quoi. Vous avez encore des questions? Des remarques? Eh bien maintenant, vous pouvez aller militer pour rééditer tous les Corman. On voit une immense possibilité que ce réalisateur qui pas le film des Garbeaux, un film comme ça. Ah bah là, on va dire que pour une fois, les gens qui ont considéré... Alors Roger Corman a un titre, c'est The King of the Bees, donc le roi de la série B, traduction approximative. Lui, il déteste ce titre-là, parce qu'il a déjà dit, mais non, mais moi j'avais même pas les moyens de faire la série B. La série B, c'était luxe. Donc il déteste ça. C'est aussi quelqu'un qui est vu un peu, regardé un peu avec condescendance. Voilà, c'est un personnage dont la filmographie est considérée comme mineure. Bon, là déjà, hop, ça remet un peu de galon. Et puis c'est quand même quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui a formé Coppola, Scorsese, Bogdanovich, Spielberg, Joe Dante, enfin bon, tous les grands réalisateurs des années 70 sont passés chez lui. Et en fait, ce film-là, pour moi, c'est la naissance du nouvel Hollywood. Ça commence là. Ça commence, c'est-à-dire que là, tous ceux qui passent par Corman vont faire ces films-là qui œuvrent de critique sociale. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que en 57-58, le film Frankenstein de la Hammer, le premier s'est échappé, Frankenstein, de Fischer, ça fait un tabac aux États-Unis. C'est pas pour rien que Corman s'est mis au fantastique, parce que le fantastique, en Amérique, il n'y en avait plus. On faisait de la science-fiction. Et le fantastique est revenu grâce à la Hammer et aux États-Unis. Mais oui, je regarde toujours la Hammer. Je sais, il faut le dire. C'est pas faux. Mais quitte à provoquer un peu, moi je trouve que les films en couleur produits par Arkoff et James H. Nicholson, qui n'est pas le père de Jack Nicholson, est réalisé par Corman, et mis en image par Sidney Ayers par exemple. Je les trouve, du point de vue notamment la série Garpo, je trouve meilleurs que les films de Terence Fisher. Il avait son chef opérateur. Je finis là. Ça va faire. Enfin, provocateur. Je vais faire diversion. Juste une chose sur le Nouvel Hollywood. S'il vous plaît. Juste une chose sur le Nouvel Hollywood, puisque t'en parlais, il y a une ironie du sort, si on peut dire, qui fait que lorsque les personnes qui ont travaillé, justement les réalisateurs comme Scorsese ou Coppola, qui ont beaucoup travaillé pour Corman à une époque, explosent dans les années 70, ont une reconnaissance critique internationale, même avec la Palme d'Or, etc. Corman a arrêté de tourner juste avant qu'il y ait cette révélation, parce que son dernier film, c'est en 71, me semble-t-il, c'est Le Baron Rouge, et là il a une lassitude et il dit j'arrête complètement de tourner, je ne suis plus que distributeur, et le Nouvel Hollywood va en fait exploser sur la scène internationale sans lui. En fait. Alors, le Nouvel Hollywood explose sans lui, il rate quelque chose. C'est la production de Easy Rider, quand même. C'est pas très clair entre Jack Nicholson, Peter Fonda et
Roger Corman, une histoire de scénario qui migre dans une autre boîte. C'est la BBS qui va produire Easy Rider. Finalement, le grand coup de maître, enfin le grand coup de lancement, et qui est aussi un grand coup de maître économique qu'est Easy Rider, va échapper à Corman. Corman est une forme de père pour eux, hein. C'est lui qui a formé tous ces grands auteurs-là. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des films qui sentent énormément la disparition paternelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les films du Nouvel Hollywood, ou même dans Bloody Mama, par exemple, où Corman met en scène sa propre disparition. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des films où l'image du père a disparu. Voilà. Parce que lui-même n'a pas été reconnu par ses propres enfants. C'est-à-dire que dans le Nouvel Hollywood, personne ne l'a rappelé quand il a dit qu'il arrêtait. Hein. C'est juste, il est revenu. Alors, il a fait un Frankenstein avec John Hurt, qui est pas mal du tout. Mais surtout, le plus beau film de Corman, c'est pas lui qui l'a fait, c'est Twixt de Francis Ford Coppola, qui est directement un hommage au père, voilà, à la figure tutélaire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans l'histoire du cinéma, a avancé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Roger Corman est considéré à l'égal d'Aldrich, etc., comme ces réalisateurs qui ont posé des pierres essentielles pour créer le nouvel Hollywood dans les années 70. Ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus lent pour Roger Corman. Mais Corman, au début des années 60, il n'était pas très apprécié, particulièrement les cahiers du cinéma. Ouais, enfin bon, les cahiers du cinéma, c'est pas très grave. Par contre, on enregistre l'intervention de la maison. On ne dira pas de mal des cahiers du cinéma ce soir. Ce sont leurs tous les doigts, après. Oui, ce sont leurs tous les doigts. Par contre, en 61, il y a déjà un très beau numéro sur Corman dans la revue Positif. Oui, voilà. Voilà, qui est très complet. Voilà, Robert Benyaoud. Voilà. Positif, donc, qui n'est pas une revue de cinéma. Et après, les cahiers sont très bons. Voilà. Et Roger Corman, d'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui a eu les faveurs de cahiers, je ne suis pas sûr. Plutôt de Jean-François Roger, mais c'est normal. Voilà, Jean-François Roger, ça fait aussi, longtemps. il était déboulonné par les cahiers au début. Bah oui, mais à l'époque, tout le monde lisait Midi Minuit. À l'époque, tout le monde lisait Midi Minuit Fantastique. Donc, enfin, tout le monde, les majeurs. Je vous propose d'aller vous étriper autour de Fischer dans le hall et autour d'un verre surtout. Merci beaucoup.